Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, nous vous apprenons comment les organismes peuvent soumettre un projet au Fonds d'aide au développement du milieu Desjardins. Le groupe d'entraide de sclérose en plaques de la Vallée invite les représentants d'organismes communautaires à une séance d'information. Nous vous présentons une toute nouvelle capsule sur la santé mentale. Isabelle Paquin pédalera une fois de plus pour l'Institut Douglas. Le Val-au-Vent revient cette année et nous attendons aussi un autre événement d'envergure, l'Aquaneige pour une 40e édition. Les étudiants en technique de réadaptation physique vous invitent à vous offrir un massage à moindre coût et nous faisons un retour sur la décision ultime pour le Linwood. Mais d'abord, la Fabrique de Sébec vous invite à un souper bénéfice. Monsieur Demers, samedi le 19 février, il y a un souper qui s'organise et c'est la Fabrique qui s'occupe de ça, la Fabrique de Sébec. Comment ça se porte, les finances de la Fabrique? Disons, les finances de fabrique, disons, comme beaucoup de fabriques, c'est assez difficile. Disons qu'on a beaucoup de problèmes de... Seulement le chauffage de l'église du presbytère, c'est très dispendieux. Donc, on a besoin de trouver des moyens pour avoir des fonds pour réussir à combler les déficits, bien souvent. Puis là, le souper en tant que tel, là, ça va être un souper à la traditionnelle avec du cipote. Expliquez-moi qu'est-ce qui va se passer. Bien justement, c'est un souper cipote. Cipote qui est préparé, je pourrais dire, communautairement, parce que c'est tous des bénévoles qui travaillent dessus pour autant préparer les patates, préparer le cipote. Les cipotes sont cuits un peu partout dans les maisons, que le monde se partage le travail. Les desserts, c'est toutes des pâtisseries maison que des femmes du coin donnent bénévolement. Les desserts de compétition, là, hein? Tout à fait ça, oui. Comme des vrais bons desserts, tu sais, c'est bon pour la ligne. Puis en plus, ben justement, pour digérer tout ça, ben, il va y avoir une soirée après. C'est ça. Pour cette année, on innove. Il va y avoir une soirée, une partie musicale après le souper. Durant le souper, il y a toujours des tirages de prix de présence parce que on a beaucoup de commanditaires qui sont très généreux, qui nous donnent des cadeaux qu'on peut faire tirer. Puis ça nous aide nous aussi. Puis ça, je pense que ça intéresse beaucoup le monde. Mm-hmm. Puis ça, pour se procurer les billets, comment qu'on fait? Ben, excusez. Pour les billets au presbytère, Nicole, notre secrétaire, en a. Après ça, il y a Guylaine, la présidente de fabrique, qui en a tout le temps en main. Puis toutes les marquillés, on en a. Ça fait que c'est très facile de en avoir. Il va en avoir à la porte aussi. OK. Puis pour un souper bénéfice, là, c'est vraiment pas dispendieux. Non, parce que pour un bon souper cipote, puis ça coûte 20$ pour les adultes, puis 10$ pour les jeunes de 5 à 12 ans. Puis s'il y en a des plus jeunes qui peuvent venir nous voir, bien, c'est gratuit. Alors, pour un bon geste puis de la bonne bouffe, je pense que ça vaut la peine. C'est ça, un peu de solidarité, puis donc ça permet à tout le monde de se rencontrer, d'échanger, puis de profiter d'un bon souper. Afin de répondre aux besoins des gens de la vallée de la Matapédia, nous vous présentons le complexe funéraire de la vallée. C'est sans pression, selon vos choix, combiné à notre savoir-faire et notre profond respect, que nous vous garantissons la qualité de nos services. Nous sommes toujours disponibles, nous sommes uniques et nous vous accompagnerons en toute discrétion. Pour plus d'informations, 631-1499. Pour la Fabrique de Sébec, organiser un souper bénéfice pour son financement, c'est tout indiqué. Mais si vous avez une idée en tête pour développer la Matapédia, tournez-vous plutôt vers la Caisse Desjardins, Vallée de la Matapédia. Isabelle, on va parler du Fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins. Là, il va y avoir un dépôt prochainement le 19 mars. Et c'est quoi au juste? À qui ça s'adresse? Le Fonds d'aide au développement du milieu, c'est un fonds qui a été mis en place par le conseil d'administration et l'assemblée générale annuelle de la Caisse. C'est un outil dont s'est doté plutôt la coopérative pour développer son milieu et c'est vraiment pour soutenir des projets structurants. Donc, quelle est la définition d'un projet structurant? Un projet structurant, c'est un projet
qui va avoir des retombées très tangibles dans le milieu, donc des retombées qui vont rejoindre le plus grand nombre de personnes, qui vont permettre de développer le milieu aussi dans différentes sphères d'activité. Je vous parlerai des petits volets qui sont admissibles un petit peu plus tard. Et il faut aussi que ça soit une infrastructure ou vraiment quelque chose qui va faire en sorte que ça va développer, dynamiser notre milieu matapédien. Donc, c'est pas la même chose que la commandite qu'on a à la caisse, qui est vraiment plus événementiel, ponctuel. C'est vraiment un projet comme, par exemple, un parc d'enfants, où dernièrement, on a appuyé un projet du SEREX pour agrandir le laboratoire. C'est ça. Ouais. Donc, vraiment développer le milieu puis faire en sorte que plusieurs partenaires du milieu se rassemblent pour soutenir un projet porteur dans notre communauté. Mm-hmm. Donc, ça s'adresse autant aux à but non lucratif ou comme encore les entreprises tout genre. Là. Oui. En fait, c'est beaucoup plus pour les organismes sans but lucratif du milieu. Il peut arriver dans certains cas que des entreprises, des corporations, des coopératives reçoivent des fonds, mais principalement, c'est pour les organismes sans but lucratif. Puis, les volets où on peut déposer un projet, il y a le volet organisme communautaire et volet humanitaire. Il y a le volet en santé, saines habitudes de vie, volet culturel, développement économique et le volet coopération. Donc, ce sont tous des volets où on peut déposer des projets. C'est quand même assez large. C'est assez large, puis ces choix-là où on investit, où on redistribue de l'argent, ce sont vraiment les membres par le biais d'une consultation qui a eu lieu, je crois, en 2010, parce que je suis nouvelle chez Desjardins, mais il me semble que c'était pas mal aux alentours de ces années-là. Ce sont les membres qui se sont prononcés en disant, nous, on veut dans notre communauté que notre coopérative redistribue dans ces domaines d'activité-là, parce qu'on pense que ce sont les domaines où on peut se développer, puis où on peut présenter des projets porteurs pour la communauté. Mm-hmm. Alors, est-ce que c'est compliqué pour pouvoir appliquer, là, soumettre un projet? Ça dépend de l'organisme et de qui remplit la demande. Il y a un formulaire à remplir, effectivement. Le formulaire est disponible auprès de moi. On peut m'écrire un courriel à isabelle.paquin@commercialdesjardins.com ou me contacter à la caisse. Je vais vous remettre le formulaire, mais j'accompagne quand même les gens. Oui, ça prend certains documents comme les états financiers de l'organisme, les soumissions si c'est un projet vraiment de structure. Puis, ça prend aussi des appuis de d'autres organismes du milieu, comme par exemple un comité de développement, une municipalité, la MRC. Donc, il faut que ça soit quand même appuyé par d'autres partenaires. Mais la demande se montre quand même bien parce qu'on travaille beaucoup en partenariat aussi avec les gens du pacte rural, donc nos agents ruraux qui sont déjà habitués d'appuyer les comités de développement et les organismes dans le montage de leurs demandes. Et notre formulaire, il ressemble beaucoup à celui du pacte rural. Donc, souvent, un organisme qui va monter un projet de ce type-là va faire une demande au Fonds d'aide au développement du milieu et au pacte rural. Et comme les demandes se ressemblent, bien souvent, la cueillette d'informations, elle va servir pour les deux formulaires. Donc, ça se fait quand même assez bien. D'accord. Et puis, quelqu'un qui applique pour le 19 mars, quand il peut recevoir une réponse de ça? Oui. Donc, je corrige, c'est le 15 mars. C'est un petit peu plus rapide que ça. Il n'y a pas de problème. Le 15 mars. Oui. 15 mars, en fin de journée, c'est notre dépôt pour les projets plus printaniers et estivaux. Il y a une petite nouveauté cette année. Normalement, on avait 4 dépôts de projets par année. Cette année, on en a 2. Donc, un qui est imminent, là, au 15 mars, et il y en aura un autre à l'automne. Donc, peut-être les organismes qui trouvent que c'est serré un petit peu pour déposer. Monter tout ça, demander les lettres d'appui. C'est ça. Ou qui ont déjà des projets en tête pour 2017, bien, vous pouvez commencer à travailler et il y aura un dépôt au mois de septembre. Pourquoi on en est rendu à 2 dépôts par année? C'est qu'on veut que les organismes, justement, prennent le temps de planifier de façon annuelle leur projet pour vraiment qu'on ait des projets qui soient vraiment pensés, qui soient recherchés, puis qui soient vraiment porteurs pour la communauté, pas juste des projets des fois déposés à la va-vite. Oui.
Fait que vraiment des choses qui vont assurer des retombées dans notre milieu. Puis, c'est ça, si les gens veulent déposer le projet, c'est le 15 mars pour le dépôt qui arrive. Et normalement, c'est un comité de dirigeants de la Caisse qui se réunissent pour analyser les demandes. Donc, c'est sûr que ces gens-là ont des agendas bien remplis. Donc, de 1 à 2 semaines après la date de dépôt, on se rencontre, on analyse les demandes et par la suite, on peut répondre là, dans les 10 à 15 jours suivants. Les organismes, on leur donne une réponse si c'est positif ou négatif et si oui, quel montant a été accordé à leur projet. Et puis, eux qui ont pas été acceptés, mettons, est-ce qu'ils peuvent représenter le projet pour l'autre? Bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les projets sont refusés. Des fois, le dépôt, en fait, la réponse peut être qu'on a reporté la décision parce qu'il manquait de l'information. Donc, à ce moment-là, moi, j'avise les organismes, puis je leur dis qu'est-ce que ça nous prendrait d'informations supplémentaires pour que la réponse puisse être positive ou qu'on puisse statuer là, sur le projet. Si c'est négatif, bien, peut-être que des fois, ça ne répond pas aux critères du Fonds d'aide au développement du milieu. À ce moment-là, ils ne peuvent pas. Fait qu'à ce moment-là, même s'ils représenteraient, à moins de modifier vraiment le projet pour qu'il réponde aux critères, le critère principal, c'est important de le spécifier. Il faut que l'organisme soit membre de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Donc, c'est vraiment, comme on est une coopérative, ce sont nos membres qui peuvent bénéficier. C'est normal que vous encouragez vos membres. C'est ça. Donc, ça, c'est le critère premier. Mais il faut le spécifier quand même parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde. Donc, puis sinon, ben, si on veut être sûr que notre projet va répondre aux critères, comme je vous dis, moi, je peux vous fournir le formulaire et les critères aussi du fonds d'aide détaillés. Alors, à ce moment-là, on se trompe pas, on sait qu'on cadre bien dans le programme puis qu'on devrait avoir une réponse positive. On peut aussi le trouver sur Internet si on veut avoir un petit peu plus de détails. Oui, sur le site de la Caisse, donc desjardins.com/Caisse Vallée de la Matapédia. C'est notre microsite et oui, les formulaires se trouvent là-dessus et on a aussi une idée un peu de quel projet on a appuyé dans les années passées sur ce site-là. Alors, ça permet peut-être des fois aux organismes de se faire une idée et de se dire, ben oui, mon projet probablement qui pourrait être admissible. Merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir. Malheureusement, même avec tout l'argent du monde, certaines maladies finissent par s'installer. Par exemple, plusieurs personnes de la région doivent vivre avec la sclérose en plaques et il est important que les personnes associées aux divers organismes communautaires connaissent leurs droits. C'est pourquoi le groupe d'entraide de sclérose en plaques de la Vallée les invite à une séance d'information du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes du Bas-Saint-Laurent donnée par Julie Boucher, conseillère. Cette séance portera sur leurs services, les droits et les recours en matière de plaintes concernant le système de santé et de services sociaux. Cette séance gratuite aura lieu le 22 mars à 13h30 au Centre récréo-culturel d'Amqui. Une des meilleures armes pour faire face à toutes les épreuves de la vie, c'est d'avoir une bonne estime de soi. Marie-Pierre Pinel nous explique comment y arriver. Marie-Pierre, aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, l'estime de soi, c'est un peu la petite voix intérieure qu'on a de nous. C'est le fait de s'aimer, de s'accepter comme on est, avec nos forces, nos capacités, mais aussi avec nos faiblesses, nos limites. Donc, ça va être vraiment la façon qu'on va se traiter, la façon qu'on va réagir face à une petite gaffe, par exemple, qu'on fait. Je prends souvent l'exemple du fait que quelqu'un va renverser son verre d'eau. Bien souvent, on est porté à se traiter de niaiseux, de gaffeux. On est vraiment durement juge avec nous-mêmes. Donc, ça serait un peu de transformer ça pour devenir, en fait, notre meilleur ami. Si notre meilleur ami renversait son verre d'eau sur notre ordinateur, probablement qu'on lui dirait « c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, c'est des choses qui arrivent ». Donc, ça serait un peu de faire la même chose envers nous-mêmes. Puis comment qu'on fait pour pratiquer ça, pour arriver à avoir une meilleure estime de soi? En fait, ça serait vraiment de poser nos yeux plus sur le positif que sur le négatif. Donc, essayer d'éviter de ruminer nos défauts sans cesse, de ne pas transformer nos erreurs en défauts. Donc, si je fais une gaffe, je ne suis pas nécessairement un gaffeux. C'est
une petite gaffe qui est arrivée comme ça. Donc, c'est de tenir compte de nos bons coups, de les souligner, et puis des fois de prendre le temps de les écrire sur une feuille. Ça va pouvoir nous aider à mieux s'en rappeler. Et puis, si les téléspectateurs veulent avoir plus d'informations pour pouvoir améliorer l'estime de soi, leur estime de soi, est-ce qu'ils peuvent te contacter ou encore voir des vidéos? Effectivement. Donc, vous pouvez me contacter au 418-723-6416, poste 105. Sinon, je vous invite à visiter la chaîne YouTube Vivre mieux. Donc, ma collègue Pamela Bérubé-Jean a fait de belles petites vidéos, en fait, pour parler, entre autres, de l'estime de soi. Merci beaucoup. Merci. Près d'un Québécois sur 5 est affecté par la maladie mentale. C'est pourquoi Isabelle Paquin a décidé de pédaler encore pour cette cause cette année. Isabelle, il y a une conférence qui se prépare prochainement. C'est avec qui exactement et ça parle de quoi? En fait, c'est ça. On fait venir la docteure Chantal Guimond. Peut-être que vous la connaissez. Elle animait à la télévision, en premier lieu à Radio-Canada, l'émission Les Docteurs, qui a été quand même assez populaire. Et là, elle est en ondes cet automne et cet hiver à Télé-Québec avec l'émission Médecins sans rendez-vous. Donc, le concept de l'émission, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens à la maison. Puis, ce sont des gens qui ont des questions de santé. Des fois, on a des petits mythes et il y a des réalités sur notre santé qu'on ne connaît pas nécessairement. Avec les médias sociaux et avec l'Internet, on va des fois prendre des sources d'informations sur la santé qui ne sont pas vraiment des sources fiables. Donc, la conférence avec Dr Chantal Guimond, c'est un petit peu ça, de démystifier certaines choses, certaines croyances qu'on a en matière de santé qui ne sont pas nécessairement vraies et qui peuvent éventuellement nuire à notre santé. Donc, au cours de la conférence, c'est interactif, on peut poser nos questions. Elle aussi va nous interpeller sur certaines choses et on va ressortir de la conférence avec des meilleures connaissances en matière de santé pour justement vivre plus longtemps puis vivre plus en santé aussi. Et puis, ça, c'est un moyen de financement pour un événement qui s'en vient. Oui, alors nous, pour la conférence, on vend des billets au coût de 10 Puis le 10 à quoi qu'il va servir, c'est que nous, on fait un défi de vélo cet automne dans le Parc national de la Mauricie. C'est l'une des cyclosportives les plus difficiles au Canada parce que c'est 1800 mètres de dénivelé sur 105 km. Donc, c'est très, très coûteux et c'est un défi de taille. Souvent, les filles de l'équipe féminine, on est 250 femmes. On part au début de l'année avec peu de conditions physiques et du mois de janvier au mois de septembre, on nous entraîne pour être prête à relever ce défi de taille. Et pourquoi on s'associe à une cause? Bien, c'est parce que réaliser un gros défi comme ça, il faut que ça serve à quelque chose, il faut qu'on puisse redonner à quelqu'un au bout de la ligne. Et on s'associe à l'Institut Douglas de Montréal, qui est un institut qui fait de la recherche en santé mentale. Donc, tout ce qui est problème de santé mentale, que ce soit troubles alimentaires, que ce soit la dépression, la schizophrénie, l'Alzheimer et même les troubles qui touchent plus les jeunes comme les TDAH, des choses comme ça, bien, eux font de la recherche pour aider vraiment les gens à trouver soit des causes de ces maladies-là, soit les bons remèdes ou les bons comportements qu'on peut adopter pour éradier ces maladies-là, puis dans le fond, soulager un peu les gens aussi qui sont atteints de maladies mentales. Donc, tous les fonds de la conférence, si vous achetez un billet à 10 ça va entièrement à Douglas, puis c'est aussi une façon de nous encourager dans notre défi que de nous aider à ramasser nos sous pour ce défi-là. Donc, on va se revoir sûrement juste avant que tu fasses ton défi. Et pour l'instant, ben, est-ce qu'on peut t'appeler directement pour avoir des billets? Oui, en fait, vous pouvez vous adresser à moi directement, mais il y a aussi des billets dans les Family Prix de la région, donc celui de Cozapiscal, Amqui et Sébec. Puis la conférence, c'est mardi le 15 mars à 19h à la salle Jean Cossette. Il va aussi avoir des billets à la porte. C'est 10 le billet. Puis sinon, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me joindre personnellement au 418-631-9374. Donc là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour venir nous encourager, puis on vous remercie à l'avance. Après avoir pris une pause en 2015, Val-au-Vent est de retour en 2016 et de nombreux adeptes viendront encore s'amuser au gré du vent sur ce magnifique terrain de jeu. Après une année sabbatique, la corporation Fenêtre Lac Matapédia annonce le retour de l'activité Val-au-Vent les 12 et 13 mars à Val-Brillant. En plus d'espérer accueillir encore
de nombreux adeptes de voile, la corporation souhaitait offrir davantage d'activités familiales et leur programmation en est le reflet. Tournoi amical de hockey bottine, initiation au snow-kite, atelier de cirque, dîner hot-dog géant, tour de calèche, parcours à obstacles, souper spaghetti, disco sur glace, soirée dansante, spectacle clopin-la-nouille, maquillage et fabrication de colliers et tir sur la neige. Donc, à ne pas manquer. Toute la programmation est disponible sur le site valovent.com ou trouvez Valovent sur Facebook. Toujours pour les adeptes de ski, de planche et même de kayak maintenant, l'Aquaneige revient pour une 40e année. Ce sera tout un lancement samedi le 12 mars avec David Paradis, un souper moule et frites et DJ Normand Michaud en soirée. Vous pouvez encore vous inscrire en ligne à l'adresse valdi.ski pour faire partie du spectacle aquatique du vendredi 15 au dimanche 17 avril 2016. Toutes les prouesses des participants ainsi que leurs costumes légendaires comblent les spectateurs année après année. Voici un petit vidéo tourné en 2014 pour vous rappeler de bons souvenirs. Tous les sportifs savent à quel point ça peut être bénéfique un bon massage. Eh bien, offrez-vous-en un au Centre matapédien d'études collégiales car vous y êtes invités à moindre coût et c'est deux étudiantes qui vous y invitent, Ariane Bouchard et Roxane Morissette. Et puis, vous allez faire une clinique, on peut dire. Comment ça va se passer exactement? C'est quoi au juste? Mais dans le fond, on organise une clinique de massage pour ramasser des fonds dans le but d'un voyage éducatif pour aller chercher de la formation. Ça s'est fait les cohortes précédentes. On reprend le projet. Puis, on trouve que c'est une opportunité vraiment intéressante pour nous, de développer une PME, d'aller chercher de l'expérience au niveau de la clientèle et puis aussi le contact avec les gens qui va être vraiment fantastique pour nous. Où ça se passe exactement? Ça se passe ici, au Centre matapédien d'études collégiales à Amkoui, dans le local de physiothérapie. Comme vous pouvez voir, ça va être sur nos merveilleux lits ici. Les mardis 22 mars et le 12 avril, ainsi que le 2 avril, un samedi complet. Les mardis, c'est de 16h à 20h et le samedi de 9h à 16h. Okay. Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? On peut vous appeler? Oui, absolument. C'est important de prendre rendez-vous. Soit qu'il y a quelqu'un qui va répondre, il y a une boîte vocale. Donc, vous pouvez nous contacter au 418. Alors, c'est le 629-4190. Poste 5145, vous laissez votre nom, numéro de téléphone, il va y avoir quelqu'un qui va vous recontacter pour céduler dans une des plages horaires qu'on a fait, mais si on a beaucoup de demandes, on pourra aussi déterminer d'autres dates. Là. Ça sera un heureux problème, en fait, pour nous. Est-ce qu'il y a des problèmes qui ne peuvent pas être traités ici, qui ne sont pas recommandés? Au niveau des problèmes, il n'y a rien qui est contre-indiqué pour le massage. Le seul plus gros problème qu'on a, c'est que la clinique se trouve au 3e étage, donc il faut s'assurer d'être capable de se rendre au 3e étage. Est-ce qu'il faut être accompagné ou on peut venir seul ou il n'y a pas de problème? Mais si vous voulez emmener vos amis, il n'y a pas de problème. Ça nous fait des personnes de plus pour le massage. Non, ça peut se faire tout simplement seul. Vous voyez la salle, comment c'est organisé présentement, mais il y aura vraiment des cubicules, évidemment. Donc, soit des rideaux ou vraiment des paravents pour séparer chaque lit. Ambiance de détente, musique et on tamise la lumière aussi. Là. Non. Donc, si c'est un financement, il y a un coût relié à ça. Comment ça coûte exactement? Pour l'instant, ça va dépendre de la formation qu'on a envie de faire. Ça peut être une formation qui est faite ici, c'est sûr qu'on a besoin de moins de financement, sauf que si on fait une formation à Québec comme les années précédentes, on fait des sorties, on visite des endroits, on fait des formations. Donc, plus on a de gens, plus on est heureux. Mm-hmm.
Et c'est combien par personne quand ils veulent venir avoir un traitement? Mais c'est pas cher, pas cher. Donc, c'est super intéressant. Comme nous ne sommes pas massothérapeutes, mais nous allons devenir des thérapeutes en réadaptation physique. C'est important de savoir qu'il n'y aura pas de reçu qui sera remis non plus à la fin. Nous, c'est vraiment dans un but thérapeutique. Donc, pour 30 minutes, c'est 20 $ et pour 60 minutes, ce sera 35 $. Donc, c'est vraiment intéressant, surtout si vous avez des tensions là, au niveau du dos, travail de bureau, peu importe quel travail. Au niveau même les bras, les jambes, c'est super important de vraiment travailler ça, de guérir ça, parce que ça peut être très désagréable là, à long terme. Est-ce que ça peut être aussi possible pour les enfants? Certainement. Il n'y avait pas d'âge pour les massages. Ça fait toujours du bien. Donc, on peut venir en famille et on va rappeler aussi c'est quand exactement, parce qu'il faut réserver à l'avance, évidemment. Donc, les dates, on les rappelle? Oui, tout à fait. Donc, on a le mardi soir 22 mars à partir de 16h jusqu'à 20h. Il y a le samedi 2 avril de 9h jusqu'à 16h. Et on réitère ça avec le mardi 12 avril de 16h jusqu'à 20h aussi. Et venez en grand nombre! L'Auberge Beau Séjour d'Amqui, c'est bien plus qu'un restaurant avec ses menus midi et sa table gourmande du soir. C'est des soirées thématiques pour vos fêtes privées. C'est des chambres confortables et abordables dans un décor d'antan. C'est un service de massothérapie reconnu par la Fédération des massothérapeutes du Québec. C'est une chocolaterie artisanale et une boutique de produits régionaux ouverte à l'année. Quand viendra le temps de faire plaisir à l'un de vos proches, vous penserez à l'Auberge Beau Séjour d'Amqui. 629-55-31. Voici M. Gaétan Ruet, maire d'Amqui, qui fait un bilan sur la décision prise pour l'avenir du Linwood. Monsieur Ruet, au dernier conseil de ville, il y a eu le règlement là, sur la question qu'est-ce qu'on se demandait à faire avec le Linwood, le wagon, le Linwood. D'abord, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, puis qu'on explique pourquoi qui était là, le Linwood, initialement. Oui. Bon, bien, j'arrive comme maire, comme vous le savez, en novembre 98. Et à ce moment-là, par exemple, la gare d'Amqui est un élément qui est là dans le décor, quelque chose d'important, mais qui n'a à peu près aucune autre utilité que d'accueillir les passagers qui voyagent par Via Rail et puis qui s'arrêtent à Amqui, soit en revenant de Montréal à 4 heures du matin ou en montant d'Halifax à 11 heures du soir. Puis le restant de la journée, le bâtiment est là, il n'y a personne qui semble l'entretenir, il n'y a aucune activité autre que ces deux actions-là qui se passent, mais en pleine nuit, à l'insu d'à peu près tout le monde. Il y a juste les taxis qui sont au courant que des fois le train arrête puis il y a un passager qui aimerait avoir un taxi. À part de ça, il n'y a rien qui se passe. La gare est là, elle ne fait rien. Moi, j'ai toujours, depuis de très nombreuses années, été touché par la filière touristique. Quand j'ai grandi à Matapédia, qui était une petite communauté qui vivait beaucoup de la présence touristique. Quand je suis revenu de l'Université de Moncton, je me suis impliqué, pour ceux-là qui s'en rappellent, j'ai été un de ceux qui a été le plus impliqué dans le développement de la station de ski Vadiringue. J'ai mis plusieurs années de bénévolat, puis on a réussi à partir d'une montagne qui n'avait rien d'autre que des arbres dessus, puis de la neige en hiver, pour en faire ce que c'est devenu aujourd'hui, mais de la mettre au monde. Alors, le volet touristique, c'est une filière qui a de l'activité économique, qui crée des emplois. C'est sans doute pas les plus payants. Mais dans un milieu comme le nôtre, est-ce qu'on peut se priver du tourisme alors que des villes comme Québec et Montréal ne s'en privent pas? Puis ils ne sont jamais satisfaits de où ils en sont. Ils veulent toujours de plus en plus de touristes, ils veulent de plus en plus d'aide gouvernementale pour faire de plus en plus des choses, des attraits que les gens vont avoir une raison de plus de venir les visiter. Donc, pour pouvoir améliorer un peu l'emplacement de la gare, puis il donnait un petit peu plus de cachet, le Linwood était là pour ça. Oui, parce qu'on oublie qu'au niveau historique, là, on a des histoires oubliées. Vous savez, il y en a qui travaillent là-dessus, qui font des reportages sur des histoires oubliées. Bien, combien de gens savent qu'au moment où la Confédération canadienne est créée, dans les années qui ont suivi, une des grandes promesses a été de construire un chemin de fer d'Halifax à Vancouver. Et que lorsque le chemin de fer, le tracé qui avait été choisi était un tracé qui passait par la vallée de la Matapédia.
Et quand la compagnie qui a été responsable de venir le faire, c'était la compagnie de l'Intercolonial, Railway. Ils s'amènent ici dans Matapédia pour faire le tronçon sur l'espace de 3 ans avec 2000 hommes. 2000 hommes qui sont venus d'un peu partout, de Charlevoix, de différentes régions. De sorte qu'aujourd'hui, on retrouve encore des descendants de ces familles-là, de gens qui sont venus travailler ici, puis qui ont pris racine parce qu'une fois que le chemin de fer a été établi, là, il y avait un moyen de transport pour sortir, rentrer, amener les effets, avoir ce qu'il fallait pour vivre. S'ils produisaient dans l'agriculture, s'ils travaillaient dans le monde du CIR ou se lançaient en affaires dans ces créneaux-là, les produits pouvaient être exportés, pouvaient sortir, les gens pouvaient voyager. Alors, c'est quelque chose de majeur de pouvoir raconter cette partie de cette histoire-là. Alors, ils ont transporté à son bord de nombreuses grandes personnalités politiques pour aller à des excursions de pêche et de chasse en remontant le long de la rivière Moisy, et puis, bien souvent aussi, pour aller visiter les installations minières de l'entreprise au bout du chemin, là, à Schefferville et dans ce secteur-là. Où plusieurs travailleurs d'ici ont travaillé aussi. En fait, oui, quand on dit qu'il n'y a aucun lien avec ce wagon-là, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens d'ici qui voyaient ces gens fortunés monter à bord, puis qu'eux autres ne pouvaient même pas aller visiter le wagon. Et quand il y en a qui l'ont revu à Amqui depuis qu'il est ici, il y en a de ces gens-là, de cette époque-là, qui travaillaient effectivement à Chouard, à Schefferville, dans cette région de cette île, qui ont vu le wagon, et là, ils ont dit, enfin, on va pouvoir monter à bord. Les gens qui s'intéressent au domaine ferroviaire, c'est tout un créneau, comme il y a des gens qui s'intéressent aux oiseaux, il y a des gens qui s'intéressent à toutes sortes d'autres choses. Dans le domaine des choses, bien, il y a des gens qui aiment tout ce qui peut être de ferroviaire. Moi, il y a quelqu'un qui m'a raconté à un moment donné que les gens de Via-Rail, là, les gens qui travaillaient pour la compagnie, quand ils passaient pour Amqui, ça les faisait un velours parce qu'ils disaient, à Amqui, eux, ils apprécient le chemin de fer, ils apprécient le monde qui travaille dans ce domaine-là. La preuve, c'est que le gare est restauré et ils ont un wagon qui est un emblème du transport passager. Alors, quand on veut se mettre à l'écoute de ces choses-là, on découvre qu'il y a un grand intérêt et que l'idée de faire une place d'arrêt touristique à Amqui, basée autour de l'histoire ferroviaire, que ce soit l'histoire ferroviaire de la Côte-Nord ou matapédienne ou de l'histoire du propre wagon venant des États-Unis, le temps qu'il a été aux États-Unis, et tout ce monde-là, il y a quelque chose à raconter au niveau du ferroviaire. En mettant ça au place de la gare, en faisant une place du marché comme on avait l'intention de faire avec un bâtiment longiligne le long de la voie ferrée, tout ça, on aurait constitué quelque chose de majeur pour faire arrêter les gens. Mais d'abord, l'idée aussi de faire la restauration et que ça coûte rien. Ça, c'était vraiment bâti de A à Z, là, de votre propre imagination. L'idée de faire la traversée, comment vous appelez ça? L'Odyssée, la traversée d'un océan à l'autre, d'Halifax à Vancouver. Puis vous avez demandé des lettres d'appui, il y en a qui oui, j'ai demandé des lettres d'appui, là, il y en a plusieurs. Quand il y a des villes comme Sherbrooke, Valleyfield, Bathurst, Beresford, Gaspé, Rimouski, Montjoly, plein de villes à travers le Québec. Et si la Matapédia n'a pas eu à se prononcer, c'est parce que tout simplement, je n'ai pas invité la MRC ni aucune des municipalités matapédiennes à donner leur appui. Je les ai un peu écartés, tenus à l'écart un certain temps. Et là, ben, c'est sûr qu'on peut me mettre en disant, ben regarde, il n'y a même pas de monde qui a pu ça dans la vallée. C'est pas vrai, c'est faux. Mais votre idée de, justement, bâtir ça avant de présenter ça à la MRC, c'était de faire des fondations pour voir si le projet pouvait tenir la route? On peut dire ça de même, mais qu'on prenne simplement notre député, notre nouveau député fédéral, M. Rémi Massé, qui a trouvé cette idée-là géniale, de même que M. Émery Belland, quelqu'un de crédible, quelqu'un qui a été pendant une bonne partie de sa vie directeur du Cégep de Matane et membre président de la Chambre de commerce de Matane. Eux autres, là, ils sont emballés par l'idée. Puis plein de municipalités et villes à travers le Québec qui ont accepté, puis dans les maritimes, d'envoyer des lettres d'appui. On a même une de Jasper Banff en Alberta, avec des belles lettres d'accompagnement qui disaient que c'était une idée géniale et puis qu'ils supportent ça, puis inconditionnellement, puis tout le monde du conseil, quand ils ont adopté ça, il était pour. Et quand on veut faire passer une idée puis un projet, qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous prend des appuis. On a les appuis politiques
On a l'intérêt politique au bureau de Mme Mélanie Joly parce que, à de nombreuses reprises, M. Émery Belland a dit, écoute, là, ils attendent la résolution de la ville d'Amqui parce qu'ils sont très intéressés par l'idée. Oui, pourquoi? Moi, c'est une idée que j'ai développée. Il y en a qui ont essayé de faire passer ça comme si c'était un projet avec une demande de subvention. Il n'y avait aucune demande de subvention. Le truc là-dedans, là, l'histoire, comme on dit, là, de l'astuce, là, c'est on lui soumet l'idée. L'idée pouvait venir de n'importe quel Québécois ou Canadien à travers le Canada, là, qui aurait pu envoyer la même affaire. Puis ça a été une idée qui n'est même pas aussi géniale que ça, puisqu'en 1967, ils en ont mis un sur rail, un train, mais il n'a pas fait la traversée du Canada d'Halifax à Vancouver. Il a fait une partie du Canada, puis les autres secteurs qui n'ont pas couvert, ils l'ont fait avec des camions remorques, avec des salles d'exposition sur différents thèmes, puis ils se promenaient dans les régions où le train ne pouvait pas aller. Alors, mais là, l'idée, c'est que ceux qui envoyaient ça, puis là, c'est un nouveau gouvernement, ils viennent d'arriver au pouvoir au moment où l'idée leur arrive d'impact. Je suis persuadé que peut-être qu'il y avait quelqu'un qui commençait à penser qu'il pourrait être quelque chose à faire. Mais là, l'idée leur est officiellement présentée par moi. Et puis, il y a un paquet de municipalités qui, à ma demande, passent des résolutions, leur envoient des appuis. Alors, ça crée un momentum. Puis là-dedans, l'astuce, c'est faites donc un train. Puis pour terminer votre convoi, ça vous prend un wagon de queue. Un wagon de queue qui est de qualité pour faire monter des personnalités. Parce qu'il a tout ce qu'il faut à bord, des chambres, une salle à dîner, un salon. C'est une voiture de fonction. On va aller voir les arguments là, des autres conseillers pour comprendre. Moi, j'ai été élu démocratiquement en novembre 2013. Et depuis que ce projet-là est du domaine public, il n'y a pas personne qui m'a interpellé en me demandant d'appuyer ce projet-là. Alors, je comprends qu'il y a des gens ici ce soir. Moi, je n'ai pas demandé à personne de se déplacer ici ce soir là, pour traiter de ce dossier-là. Mais on n'empêchera pas, à partir du moment où les sorties médiatiques ont été faites, d'être interpellés sur ce dossier-là. Alors, ma position, vous la connaissez depuis le 7 décembre. Vous l'avez mentionné également lors de la rencontre avec le député Massé le 18 novembre. Ce projet-là n'a pas été abordé. Vous avez parlé de situation stratégique, mais bref, n'a pas fait l'objet de discussion, sauf à partir du moment où on a souhaité en parler parce que le dossier avait déjà été abordé au niveau des médias. Alors, je veux simplement terminer que ma position, vous la connaissez. Quand viendra le temps de voter, j'aurai l'occasion de positionner mon vote. Et je veux juste rappeler que ce n'est pas la première fois que le conseil municipal, depuis que j'y siège, depuis novembre 2013, est confronté à des positions qui ne font pas l'unanimité du conseil. Mais dans tous les autres cas, je pense qu'on a été capable de le faire dans le respect. Moi, je souhaite qu'on continue de le faire et d'avoir des divergences au niveau des idées. Ça fait des débats qui sont sains. Je souhaite juste qu'on s'en tienne au niveau des débats d'idées et non pas au niveau de la confrontation des individus. Ça va nous mener nulle part, mais que les gens, comme élus, aient l'occasion d'exprimer ce qu'ils pensent d'un projet. Je pense que c'est tout à fait légitime et c'est leur droit comme élus de le faire. Bon, moi, quand je suis arrivé au conseil, je suis venu vous visiter dans votre bureau, puis j'ai mentionné que pour moi, ce qui était important, si on était capable, à l'intérieur de ce mandat-là de 4 ans, de régler les dossiers qui étaient en litige, puis qui sont reportés année après année après année. Je pense qu'on s'avait fait une priorité avec le camping. On a parlé du garage municipal, on a parlé de l'hôtel de ville. Il y a nos routes, allez vous promener dans nos routes au printemps. C'est tous des dossiers sur lesquels ça fait des années et des années et des années qu'on traîne, qui ne se règlent pas. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment prioriser nos efforts, nos énergies. On est sur le point de perdre notre bloc opératoire à l'hôpital. C'est encore un dossier sur lequel on doit mettre nos énergies, Monsieur le maire. C'est là qu'il faut travailler. Je pense que M. Damour l'a très bien expliqué, puis je ne reviendrai pas à tout ce qu'il a dit. Si on prend ces argents-là pour les investir dans un train comme le Lingwood, on va perdre ces subventions-là pour d'autres choses qui sont vraiment importantes pour le développement de la ville d'Amqui. Donc, moi, ici, ma position est prise depuis très longtemps et je vais la maintenir, M. le maire.
Depuis peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois peut-être, on est avec le train pour le réparer, faire quelque chose, tout ça avec. Et notre hôpital est en train de fermer. Moi, j'ai passé là, 38 ans dans le milieu hospitalier. Là. Et à l'heure actuelle, on ne sait même plus si on va avoir des salles d'opération d'ouvert. Le personnel est géré par Rimouski. Et si on mettrait autant de salive là, à travailler tout ensemble pour la sauver, cet hôpital-là, à l'heure actuelle, en oncologie, en radiologie, en tout ce que vous voulez, des traitements, c'est tout Rimouski. Et on veut ici, nous autres, développer notre ville, emmener des personnes, du confort pour des personnes âgées, faire des logements, tout ça. Et puis, nous autres, là, on se bat pour un train. Je m'excuse, là, mais moi, je suis pas là. J'ai une vision ailleurs que ça. Puis je respecte tout, je respecte M. le maire, je respecte les conseillers, mais moi, je ne suis pas pour cette vision. Merci. Moi, ça fait 15 jours que je prends les appels, je prends les conseils de tous les citoyens de mon district. Merci, M. le maire, de les avoir appelés pour qu'ils m'appellent chacun le tour. Vous avez travaillé fort, mais j'ai eu de très bonnes conversations avec chacun d'entre eux, que ce soit à la maison ou à mon travail. Sauf que, par respect par mon maire, je n'ai jamais dénigré ce qu'il a dit à les citoyens de mon district. Et malheureusement, j'ai pas senti que c'était dans le même sens que lui l'a interprété. Je trouve dommage parce que, Monsieur le maire, il y a des citoyens que vous avez appelés et leur réaction n'était pas tout à fait à votre honneur quand ils m'ont appelé pour m'avertir. Mais je n'ai pas donné raison quand même à ces appels. Je vous ai quand même défendu parce que j'ai dit on est en démocratie et on a le droit de penser ce qu'on veut. Mais j'ai trouvé injuste et j'ai trouvé dans certains cas que vous avez dépassé les bornes. Vous avez dépassé ce que notre code d'éthique nous inscrit à la ville d'Amqui, que je ne vous lirai pas, que vous prendrez la peine de lire, que vous avez signé vous-même en 2014 et qui va mériter de ma part une réflexion sur ce que je vais entreprendre prochainement. C'est tout. Merci. Bon, ben moi, vous savez que je suis en faveur parce que j'ai toujours dit depuis le début, si ça coûte rien, on va l'envoyer, il reviendra, point à la ligne. Si ça coûte de quoi, on met pas d'argent dessus. Et là, il ne faut pas mélanger les pommes et les oranges. C'est pas parce qu'on aura une subvention d'un bord qu'on n'aura pas de l'autre. C'est certain que Patrimoine Canada, ils vont en donner une. Et c'est pas encore fait que c'est nous autres qui vont l'avoir. Mais pourquoi pas en profiter si on peut? Alors, moi, c'est sûr que je l'ai appuyé, puis je vais continuer de l'appuyer. Alors, moi, j'aimerais dire d'entrée de jeu qu'au niveau du conseil, c'est pas de l'animosité qui existe, c'est un simple désaccord sur un projet, tout simplement. Mais il n'y a pas d'animosité, on se comprend, on se parle. Alors, ça, c'est important de le mentionner d'entrée de jeu. Alors, il ne faut pas dire que le conseil est divisé sur ce point-là. Il est sur 95 des projets, 90 ou 98 des projets. C'est unanime, comme on dit. Alors, il ne faut pas paniquer en ville, là. Il ne faut pas dire là, qu'on est prêt à s'entretuer et puis tout ça, là. Mais j'aimerais... moi, j'ai voté oui à la dernière séance. Suite à la résolution présentée, c'est le pourquoi que je vote oui. Mais ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Alors, on donne la chance à Patrimoine Canada, dans le fond, de travailler sur le projet, de nous donner des nouvelles. Alors, attendons, et voyons, on verra. C'est sûr que s'ils nous arrivent avec une facture, ici, sur un projet de je ne sais pas combien, ils nous payent la moitié, puis on n'a pas l'argent pour compléter. Moi, à ce moment-là, je vais retirer mon capot de bord, je vais dire, c'est écrit noir sur blanc, qu'on n'a rien, ça ne coûte rien aux citoyens. Alors, on change, on arrêtera ça. Là, on vient d'écouter ce que vos conseillers avaient à dire, ceux qui étaient contre le projet. Est-ce que vous comprenez les arguments qui avancent? Si moi je les comprendrais, il y aurait pas mal de monde à Amqui qui comprendrait ça. Puis d'après les échanges que j'ai eus avec de nombreuses personnes, il y en a une quantité assez importante qui ne comprennent absolument pas pourquoi mes collègues du conseil s'opposent à une idée. C'est une idée
qu'on devait soumettre au gouvernement du Canada de manière officielle par résolution, et qui était simplement de dire, ben si vous allez de l'avant avec cette idée-là, ben on croit que dans votre convoi de train, ça vous prend un wagon de queue, et on en a un à Amqui, qu'on est prêt à vous prêter, mais à condition que vous le resterez à vos frais, et qu'une fois votre balade à travers le Canada soit complétée, ça vous prend un an et demi, une fois que vous aurez complété, vous nous le retournez à Amqui sans aucun frais pour nous autres. Mais si la Il y a un paquet de subvention- gens qui comprennent ça, puis surtout que là, l'opération, il faut que ça fasse à ce moment-ci, puisque 2017, là, ça c'est l'année du 150e, ça vient vite. Puis l'opération de monter un convoi comme ça, puis de restaurer un wagon, là, ça prend un certain nombre de mois. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, pour restaurer le wagon l'Inuit, ça prendra au moins 6 mois. Fait que là, depuis le 18 décembre, que les membres du Conseil étaient informés de cette idée-là, ils l'avaient reçu dans leur documentation pour la séance du 21. Alors, depuis ce temps-là, il y avait au-dessus de 2 mois et demi des fois de passé. Pendant ce temps-là, il y a des municipalités que j'avais interpellées qui nous envoyaient des appuis là-dessus pour démontrer que le projet avait des chances de passer. Il me semble, j'ai mis ensemble tous les éléments que ça prenait pour que le projet passe. Il y a un paquet de gens qui comprennent ça, mais je reste Mais démonté. certains ont peur que si on met de l'argent là-dessus, ben là, il va y avoir peut-être moins d'argent du gouvernement pour aller sur d'autres choses. L'affaire, c'est qu'on peut travailler avec des arguments pour faire en sorte que le projet réussisse. OK? Mais on peut se mettre aussi dans la position de l'avocat du diable, puis trouver toutes sortes de raisons pour dire « Ah, ça ne marchera pas pour telle affaire. Ah, ça ne marchera pas pour ça. » Moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, je ne travaille pas avec des arguments négatifs pour faire la preuve que ça ne marchera pas. Parce que si je travaillerais comme ça, je n'arriverais pas à grand-chose. Alors, pour arriver à quelque chose, il faut que je travaille en trouvant toujours des arguments pour être positif, pour pouvoir gagner du terrain puis aller vers le but, l'objectif, réussir. Et je crois avoir réussi plusieurs choses intéressantes à Amqui depuis que je suis maire d'Amqui. Mais si l'argent avait été mis, mettons que vous auriez demandé une subvention à Patrimoine Canada, est-ce que ça aurait pu empêcher que d'autres projets puissent réussir? Quand on peut dire toutes sortes de choses comme ça, là, OK? À ce moment-là, on se met une barrière de toutes sortes d'arguments négatifs, puis on se met à douter, puis là, à ce moment-là, on se met en mode je m'assieds dans ma chaise, puis là, il n'y a plus rien qui se passe. C'est pas ma façon de travailler, malheureusement. J'ai pas travaillé comme ça depuis 18 ans que je suis à la ville d'Amqui, puis sinon, j'aurais un paquet de choses qui n'auraient pas été améliorées à Amqui, qu'on prenne l'aréna, qu'on prenne la salle Jean Cossette, qu'on prenne le parc Pierre et Maurice Gagné, qu'on prenne les rues de la ville, le cinéma Figaro, la maison Dillon-Vallée. Faites le tour, il y a un paquet de choses, un ensemble de choses incroyables. Il y a des gens qui étaient de mon époque et qui ont quitté Amqui et qui, quand même, gardent un œil sur leur lieu d'origine. Puis ils me disent, c'est incroyable tout ce qui a changé à Amqui. Comment est-ce que, depuis que tu es là, ça s'est embelli, ça s'est amélioré? L'histoire est vraiment importante pour vous. Hein? L'histoire, c'est très important. Moi, quand j'allais à l'école, là, puis qu'on me racontait les histoires de Robinson Crusoe, puis de la véranderie, puis de toutes sortes de choses qui s'étaient passées, les Français qui étaient venus, puis les guerres, puis les patentes, pour moi, ça a toujours été marqué parce que pourtant, les gens se disent, si tu veux savoir où est-ce que tu veux aller, si tu veux avoir une idée où tu t'en vas, il faut absolument que tu saches d'où tu viens. Mais c'est bizarre, nous autres, on est de plus en plus de gens qui disent, bon, on n'a pas besoin de tout ça, nous autres, la planète, c'est notre village, puis on peut aller n'importe où. Mais c'est drôle qu'ils sont bien contents d'atterrir dans des pays où ce que les gens ont des choses particulières, ils ont des cultures, ils ont des langues, ils ont des choses à montrer, qu'ils ont préservées, qu'ils ont mis en valeur. Ça, c'est beau ailleurs. Mais quand c'est chez nous, c'est drôle, on n'a pas besoin de ça. C'est des vieilles affaires, on s'en dit ça. Faisons disparaître ça. L'histoire, c'est majeur, ça fait partie de nos fibres, c'est l'identité qu'on a. Si on fait partie de notre histoire, on accroche notre identité à quoi? À quoi qu'on l'accroche si on fait disparaître des choses? L'identité des Amquiens, c'est quoi? Si on a fait disparaître la gare d'Amqui, est-ce que l'identité d'Amqui, des gens d'Amqui, ça disparaît un peu? Est-ce que l'église qui a brûlé et qu'on a reconstruit, est-ce que les gens se reconnaissent autant dans l'église d'aujourd'hui qu'ils se reconnaissaient dans l'ancienne? Il y a des sites patrimoniaux à Amqui qui sont oubliés. Si on prend l'ancienne église derrière, c'est du M. Joe Lefrançois, qui était un site industriel. C'est là que M. Jules Labriand, un des plus grands industriels du Québec, a commencé sa fortune, il a commencé son empire industriel. Il l'a commencé là. Mais là, qu'est-ce que c'est? C'est un coin oublié qu'un certain nombre de pêcheurs de saumon connaissent parce qu'ils vont pêcher le saumon là.
Puis autour de ce barrage-là, il y avait à une époque, il y avait un moulin à farine, il y avait le moulin de siège de M. Duncan Dubé, il y avait un petit site industriel. Il n'y a rien du tout pour parler de ça. Alors, les gens qui travaillent dans les créneaux touristiques, ils travaillent à faire en sorte que les gens là vont allonger le séjour, parce que s'ils allongent le séjour, ils vont dépenser en proportion plus. Et cet argent neuf qui est dans l'économie, bien, si elle rentre dans un restaurant ou dans une auberge d'Amqui ou dans une station-service, cet argent-là, il y a des gens d'Amqui qui travaillent là ou de la région. Les autres prennent leur argent, ils vont acheter d'autres choses. Peut-être pas toutes 100% dans ton milieu. Puis là, la pièce, elle fait le tour. Elle s'en va dans un spectacle, elle s'en va à Val-d'Irène. Ça se tient. Mais il y en a qui ne voient pas ça. Le développement économique, là, on ne dit pas économique, on dit développement socio-économique et culturel. Et on dit que le développement, il est multidimensionnel et multifonctionnel. Alors, il y en a qui voient ça qu'il faudra aller chercher un autre Panval, mais c'est qui va venir? Où sont les usines là, qui se promènent sur des roulettes, là, puis qui attendent juste d'avoir une région qui se braque comme on a fait au début des années 80 pour dire venez dans la vallée, c'est que nous qui reviennent, parce que l'usine qu'on a obtenue dans la vallée, là, ça a été toute une mobilisation. Puis je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus revoir ça. Puis c'était un projet qui avait des possibilités de y regarder sur la Côte-Nord, dans la région de Forestville, comme on dit à une époque, puis dans la région du Saguenay. Les emplois manufacturiers se délocalisent. Bombardier s'en va au Mexique. Puis un paquet d'entreprises s'en vont en Chine, puis en Thaïlande, puis même aux Indes maintenant, où ça devient une autre destination. Fait que les emplois sont dans les services de plus en plus. Sont dans les services. Ceux-là qui lisent le devoir, qui lisent des choses, qui s'informent, qui se mettent de quoi dans l'intellect, qui lisent l'actualité, qui apprennent les choses, ils découvrent que c'est ça les tendances. Alors, est-ce qu'on doit se mettre en direction des tendances? Puis quel est le créneau qui crée le plus d'emplois actuellement sur la planète? C'est le créneau touristique. Tous les pays, même les plus riches, ils investissent là-dedans. Ils veulent des hôtels, ils veulent des attractions touristiques. Parce que les gens voyagent, il y a de plus en plus d'avions qui se vendent. Bombardier essaie d'en vendre, les gars. Puis les trains, puis les ci, puis les ça. Il faut avoir une vision globale. C'est la somme d'un ensemble de choses qui fait qu'on a une vitalité économique. La vitalité économique, là, des villes mono-industrielles comme Gagnonville ou Murdochville ou Chandler ou autres, là, qui sont mono-industrielles, là, quand ça ferme, là, eh bien, ça ferme, OK? Alors, nous, là, on a la chance ici, là, d'avoir des gens qui sont en agriculture puis qui sont bons là-dedans, puis d'autres qui sont bons dans d'autres choses, puis dans d'autres choses. Alors, il faut travailler sur tous ces pôles-là à la fois. On ne peut pas être sur rien qu'un canot. Alors, il y en a que, pour eux autres, on va tirer le billet. Les Québécois, on aime beaucoup jouer à la loterie, puis on aime avoir un billet gagnant, mais les billets gagnants, ça ne court pas les rues, puis on ne sait pas c'est qui va l'avoir. Mais sur l'affaire du Linwood, là, moi, je suis persuadé que c'était comme l'affaire d'avoir un billet qu'on pouvait avoir une chance sur deux de gagner. Puis le billet, il va aller à qui maintenant? Il va se vendre, parce que là, la résolution a été passée. Alors, ça va qui peut être intéressé par le Linwood? Il peut y avoir des collectionneurs américains, mais il y en a beaucoup déjà qui en ont. Il peut y avoir quelqu'un au Canada. En tout cas, dans l'état où il n'est pas tellement attrayant au niveau d'un acquéreur. Un acquéreur qui a moindrement de l'argent, ces argents-là, les gens qui ont de l'argent, là, quand ils achètent des choses, ils achètent des opportunités, puis ils ne sortent pas l'argent de leur poche comme ça facilement. Alors, ils essayent d'acquérir des choses à moindre coût. Alors, moi, je dis que si jamais on trouve un acquéreur, il est possible qu'il y en ait un. Il y en a un qui s'est manifesté, qui est un des principaux actionnaires du train Magog-Sherbrooke, que les gens ont pu voir à la télévision avec les émissions de Josélie Michaud. Josélie Michaud qui interviewait des gens à bord. Oui. Ces wagons-là, ça venait de cette île, là. Ces wagons-là ont sorti de cette île en même temps que le Linwood, qui partait pour la Gaspésie, puis les autres, ils amenaient ça dans l'Estrie. Alors, il y a un monsieur, là, un principal actionnaire, qui a montré un intérêt. Et puis... il y a beaucoup de démarches à faire là, pour la vente. Oui, bien, il faut d'abord faire un devis, un cahier de charges spécifique en disant la ville d'Amqui vend un bien public. Parce que là, c'est pas le Linwood à Gaétan-Ruet, c'est pas le Linwood de n'importe qui à la ville, c'est le Linwood qui appartient à la population d'Amqui. Alors, ce bien-là doit être disposé selon des règles. Et des règles bien spécifiques, bien décrites, de sorte que si quelqu'un soumissionne, il devra... Est-ce qu'il doit mettre un dépôt? Est-ce qu'il doit payer comptant dans 30 jours avec un chèque certifié? Est-ce qu'il doit prendre le wagon à tel moment de l'année? Nettoyer le site, il y a plein de choses qu'il faut prévoir, c'est quoi qu'on va avoir. Alors qu'on dit, là, on va en appel d'offres et la personne qui va soumissionner
va devoir soumissionner comme n'importe quel autre qui voudra soumissionner en respectant les critères qui seront mis dans le devis ou dans le cahier de charge. Alors, il faut faire ça selon les règles de l'art. Ça ne sera pas fait n'importe comment, mais là, on va perdre quelque chose qui était unique, qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher parce qu'il était déjà à Amqui, parce que je l'avais amené à Amqui au début des années 2000, et puis à ce moment-là, il n'y a aucun des membres de l'actuel conseil qui était présent. Leur attachement à cette pièce patrimoniale-là de qualité est vraiment d'une importance, à mes yeux, capitale. Bien, pour eux, ils n'avaient pas le même attachement. Et qui a mis des heures et des heures de recherche avec des universités puis des centres d'archives américaines pendant des années, c'est moi. J'ai accumulé tout un bagage d'informations. Et quand j'ai décidé d'imaginer l'idée suite à l'élection de M. Trudeau le 19 octobre dernier, bien, c'est moi qui avais toute cette information-là à la fois dans mes archives, dans ma tête, et que je pouvais imaginer et composer quelque chose. Les gens qui me connaissent depuis de nombreuses années savent que je suis une personne qui a des idées. Peu importe quand j'étais dans l'entreprise chez nous, ou que j'étais à l'Université de Moncton, ou que j'étais dans Val-d'Irène, partout où j'ai passé, les gens me reconnaissent comme quelqu'un qui a des idées. Et quand je me suis présenté comme maire en 1998, il y a des gens qui ont dit, ben c'est enfin, on va avoir quelqu'un qui a des idées. Puis c'est plus facile de retenir quelqu'un qui a des idées que quelqu'un qui n'en a pas parce que lui, il n'avance pas. Hein? Mais en tout cas, vous allez sûrement encore avoir d'autres idées. Puis, on va attendre la suite du développement. Oui, parce que là, la décision m'a comme refroidi. Hein? On ne peut pas vivre une démarche aussi intense pour arriver à faire passer quelque chose qu'on se dit qui devrait aller de soi, mais que c'est pas c'est pas le résultat que ça donne, et qu'on est investi, et qu'on imagine, qu'on consacre beaucoup d'heures de réflexion et d'idées pour comment bâtir une stratégie gagnante, parce que je pense que j'avais bâti une stratégie gagnante, mais l'élément gagnant le plus important, c'était d'avoir un appui majoritaire des collègues au conseil, et ça, bien, de toute évidence, je n'étais pas en mesure de pouvoir l'avoir. Probablement sur un autre projet à venir. Prévoyez-vous une rencontre imminente pour pouvoir vous retrouver un peu, vous rallier? Écoute, moi, ma porte, là, vous avez pu voir, là, elle est ouverte pour les gens qui veulent me voir. Mais entrer dans un processus où je sais que les gens m'ont donné leur façon de faire sur quelques dossiers depuis quelque temps, là, en lançant toutes sortes d'arguments ou en faisant des choses. J'ai trouvé ça fort déplaisant, et je pense que, comme je l'ai dit, je ne suis pas dans un état d'esprit pour participer à des exercices comme ça, où je me retrouve, moi, parmi un groupe qui a envie de me savonner ou de faire n'importe quoi, là, et de me faire comprendre que c'est eux qui ont raison puis c'est moi qui ai tort, alors que je pense que ma feuille de route parle d'elle-même. C'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Si vous voulez me contacter, faites-le au 418-629-4503 et nous pourrons réaliser une entrevue ensemble sur un événement ou encore une nouvelle qui concerne votre localité. Vous pouvez aussi suivre toutes nos émissions qui sont sauvegardées sur notre site Internet au tvcmatapedia.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapedia.com.